Bonjour, bienvenue dans le 5e magazine des immersions digitales. Aujourd'hui au programme, hackers et web-séries. Dans ce premier reportage, nous allons aborder un sujet qui nous intrigue, qui nous effraie, qui nous fascine, les hackers. Ce reportage nous est rapporté par nos chers MMI qui ont infiltré un réseau de hackers pour enfin en interviewer un. Souvent considérés comme des marginaux, vivant reclus de la société dans des caves ou au fin fond de leur chambre d'ado, dernièrement mis en lumière par le mouvement Anonymous. Ce groupe de hackers se présente comme les défenseurs du droit à la liberté d'expression sur Internet et en dehors. La question se pose, les hackers sont-ils une menace pour la stabilité de notre société ou bien les Robins des Bois du numérique? La réponse en images. Je ne suis pas intéressé par ça du tout. C'est quelqu'un qui harcèle sur Internet, qui harcèle moralement surtout, et avec des images compromettantes. Quelqu'un qui pénètre dans des logiciels pour arriver à mettre dedans un espion. Quelqu'un qui aime les puzzles, je pense. C'est quelqu'un qui doit avoir tendance à rechercher toujours le défi. Hacker, un mot que l'on assimile souvent à l'idée de pirate. Des surdoués de l'informatique qui passeraient leur temps à voler les codes bancaires, de pénétrer dans les réseaux sécurisés dans le but d'espionner, de diffuser des photos de célébrités nues et autres actions qui sèment le chaos sur Internet. Mais beaucoup ignorent le sens original de ce mot qui n'est pas si souvent négatif. À la base, le hack est simplement la manipulation et la transformation d'un système. En anglais, to hack veut simplement signifier couper quelque chose avec un outil. Bref, trouver une solution à un problème grâce à sa débrouillardise et son intelligence plutôt qu'en remplaçant son matériel. En 1985, sur Usenet, l'ancêtre des forums de discussion, le terme cracker apparaît et est proposé pour qualifier les hackers mal intentionnés, le mot étant déjà utilisé de façon impropre à l'époque. Si l'on cherche à s'aventurer dans une classification précise des hackers, on trouve les termes de black hat, qui utilisent leur savoir-faire dans un but mal intentionné, white hat, qui agissent dans un but éthique, souvent pour rendre service à des organisations en testant leur système de sécurité, et grey hats, qui se situent entre les deux. Mais cette classification stricte peut sembler poussive pour une large partie de ces passionnés. Afin d'y voir plus clair, nous sommes allés à la rencontre des membres du Labix, un hackerspace situé à Bordeaux. Ici on est dans hackerspace. Les hackerspace, il y a autant de définitions de hackerspace qu'il y a de hackerspace. Ils ont un peu tous une façon différente de faire. Et du coup, la part du temps, en fait, ce qu'on met plus en commun, c'est plus nos connaissances. Après, parce que souvent les gens trouvent ça un peu pompeux comme terme. Un hack, ça veut juste dire détourner. Donc en soi, effectivement, on détourne des fois l'utilisation des objets. Encore que, la part du temps, on utilise plutôt des kits Arduino, des Raspberry Pi, et on essaie de faire des choses avec. En tout cas, l'image qu'il peut y avoir, effectivement, du mec qui est dans sa cave, ou des mecs qui sont dans leur cave à faire des attaques, ou à essayer de pénétrer des serveurs, ici, c'est pas trop le... en tout cas, publiquement, personne s'en vante, ou... peut-être qu'il y en a, mais j'ai pas l'impression, je pense pas du tout. La part du temps, c'est plus de la bidouille que du hack, on va dire. Après, il y a des bidouilles un peu plus touchy, on va dire. Si on gardait nos connaissances pour nous, il n'y aurait pas de hackerspace. Donc forcément, il y a le côté échange d'informations. Par exemple, on en a un qui a ramené ses 2 cours d'électronique, il faudra qu'on les scanne, ce genre de choses comme ça. Il y a quand même le côté du logiciel libre, du partage. Par contre, le côté partage et le fait de pouvoir continuer à partager l'information, la connaissance ou autre, là par contre, oui. Ce qui est présenté comme les premiers hackers, ils sont apparus en même temps que le réseau téléphonique, et surtout le réseau téléphonique est un peu plus que 3 lignes qui se battent en duel. Et donc ces personnes-là, c'est des gens qui s'amusaient à par exemple Captain Crush qui avait trouvé que avec un sifflet d'un jouet qui se trouve dans un paquet de céréales, faisait exactement le bon bruit que les opérateurs téléphoniques utilisaient pour passer leur switch en gros, du coup, il avait trouvé la méthode pour être maître du switch télécom, et donc du coup, il s'est amusé à téléphoner les gens. Disons que ça restait gentil. La part du temps, c'est des gens un peu qu'on peut croiser dans la rue. Ils se promènent pas forcément avec un papier d'alu sur la tête ou ce genre de choses. Ça reste des gens normaux.
Dans un monde numérique de plus en plus centralisé, le partage d'informations et des connaissances technologiques est primordial pour la liberté. Ces hackers et bidouilleurs participent à leur échelle à cette appropriation technologique. Et, à l'avenir, avec la multiplication des appareils numériques, ces actions pourraient faire la différence. Maintenant, nous sommes fiers de vous présenter un sujet sur les web-séries. En effet, le développement des vidéos sur Internet a ouvert la possibilité aux particuliers de produire leur propre web-série. Souvent financées grâce à des publicités en fonction du nombre de vues sur des sites d'hébergement de vidéos tels que YouTube ou Dailymotion. Nous pouvons prendre pour exemple les web-séries telles que Noob ou Le Visiteur du Futur, qui font partie des plus populaires. Maintenant, je vais vous demander de choisir entre la pilule rouge ou la pilule bleue. C'est bon? Vous avez choisi? Vous êtes maintenant prêt pour ce reportage époustouflant, riche en effets spéciaux. Attention les yeux et surtout les oreilles. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Charlie. Bonjour Charlie. Bonjour Charlie. Nous allons parler des web-séries. Oui, mais c'est quoi une web-série? C'est une série diffusée gratuitement sur Internet, d'où le nom web-série. Ah, d'accord. Mais tu pourrais peut-être nous donner quelques exemples parce que c'est pas très clair. Tu connais pas? Tu connais pas Les Visiteurs du Futur? Non. Alors je te montre. Alors, on empêche une fille d'acheter du lait et 200 ans plus tard, une centrale nucléaire n'explose pas. Je suis conseillère technique en suicide. Ah, vous empêchez les gens de se suicider? Non, j'aide les gens à trouver des solutions adaptées pour mettre fin à leur vie. Stella, je t'ai menti en fait, je suis un agent secret du futur. Si vous continuez à sauver le monde, vous allez effacer la réalité. On va tuer le véritable docteur Castafol. Ah ouais, pas mal. Et il y a Noob aussi, tu connais? Toujours pas, ça parle de quoi? Cette web-série nous immerge dans le monde du jeu de rôle en ligne où les protagonistes jouent leur propre avatar et vivent de nombreuses aventures aussi burlesques soient-elles. Regarde! Allez, maintenant! Ah voilà, ça doit être ça! Dissipation! Qu'est-ce qui lui est passé par la tête encore? Protection! Miroir russe! Tu ne remarques rien? Non, qu'est-ce que j'aurais remarqué? À travers les saisons, cette série s'est développée, notamment au niveau technique. Il y a de meilleurs effets spéciaux et surtout un meilleur matériel. On peut presque dire qu'ils sont passés d'amateurs à professionnels. Oui, mais comment ont-ils fait pour financer tout ce matériel s'ils la diffusent gratuitement? Très bonne question. Alors déjà par la vente de goodies, de bandes dessinées et même d'un vrai jeu de rôle portant leur nom. Mais aussi par les dons généreux des internautes. D'accord. Et est-ce que toutes ces web-séries sont drôles? Non, il y en a des sérieuses. Regarde ce qu'ils font au Canada. Il y a Sanctuary qui est une web-série de science-fiction et qui est assez sombre. Fair warning, Dr. Zimmerman. You're about to leave the world you know behind. Will you write a little bit more, please? It'll be here.
Ah oui, quand même, ça se voit que ce sont des pros. Ouais, même que la chaîne Sci-Fi les a remarqués et ont voulu en faire une série télévisée. Ainsi, ils ont tourné 59 épisodes alors que la web-série n'en comptait que 8. Ah oui, quand même. Mais comment ça se fait qu'on soit dans un château? Justement, j'attendais que tu me poses la question. Je vais te faire rentrer dans une web-série. Ah ouais, je te suis. Allons-y. T'en as pensé quoi? Maintenant, je comprends mieux pourquoi le choix des acteurs, du scénario, du matériel est vraiment très très important pour qu'une web-série soit crédible. C'est donc pour cela que les web-séries font partie intégrante de l'industrie cinématographique. Comme tu as pu le voir, c'est beaucoup de travail et tous les moyens sont bons, même si cela n'exige pas autant de compétences budgétaires que la réalisation d'un film. Grâce à sa facilité de conception, ce principe s'est très vite propagé, notamment parce que le visionnage est gratuit et les web-séries ont pu bénéficier du fait que Internet occupe une place de plus en plus importante dans nos vies. Voilà, merci beaucoup Charlie d'avoir assisté merci à toi Charlie à ce Media Mag. Et nous vous laissons avec ce paysage magnifique. Au revoir. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve dans un prochain numéro avec Noémie dans un mag spécial Internet à travers les générations. Merci, au revoir.